Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Vos collègues et homologues vont se connecter au fur et à mesure que le temps passe. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à vous présenter ou vous représenter d'ailleurs une solution d'investissement prisée par les trésoriers pour placer une partie de leur liquidité dans un support performant. Nous vous remercions de vous être rendu disponible aujourd'hui pour ce webinaire qui sera co-animé par Maxime Murat, gérant Taux Crédit Investment Grade, qui co-gère entre autres le fonds Bond System dont nous allons vous présenter les principales caractéristiques et l'intérêt qu'il porte pour un investissement pour votre compte propre. Vous avez en bas à droite de votre fenêtre un petit onglet Q&R pour poser vos questions. N'hésitez pas à saisir vos questions, on les lira, les unes après les autres, à la fin du webinaire. On pourra également vous donner la parole à la fin, lors de cette session, de Q&R, pour, que vous puissiez, nous interroger, et passer en revue toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Maxime, merci, d'être, parmi nous aujourd'hui. Pour démarrer, on a vu, une première baisse de taux, en Europe très récemment. Puis la Fed, la semaine dernière, nous a indiqué, qu'elle allait, maintenir ses taux en anticipant, qu'une seule, baisse éventuelle cette année. Quelles perspectives attendons-nous, pour les marchés obligataires, suite à ces annonces et à l'actualité, à laquelle nous faisons face? Merci Mickaël, bonjour à tous. Effectivement, on a choisi pour ce webinaire, avant de parler du produit directement, de revenir un peu sur l'actualité et sur le marché des taux en général, puisque c'est ce qui anime énormément les marchés obligataires depuis plusieurs mois. Donc, on ne peut pas parler du marché obligataire et des taux sans parler de la Banque centrale. Donc ici, on vous a remis le principal taux qu'on suit de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire son taux de dépôt qui a été pendant plusieurs mois à 4%, après avoir été pendant des années en territoire négatif. Vous vous souvenez, juillet 2022, la BCE a amorcé un cycle de hausse. On a eu 4 hausses en 2022, puis encore 6 hausses en 2023, ce qui nous a fait au total 10 hausses consécutives pour ramener les taux en territoire positif et même à 4%, niveau auquel on est resté pendant plusieurs mois, puisque depuis septembre 2023, nous n'avions pas eu ni de hausse ni de baisse. Et c'est vrai que début juin, ça a été un peu le changement. On est reparti sur une première baisse. Alors, on a choisi un titre un peu provocateur exprès, puisqu'on vous a mis la baisse des taux, c'est pour bientôt, puisque finalement, même s'il y a eu baisse début juin de 0,25% sur le taux de dépôt de la BCE, baisse qui s'est répliquée d'ailleurs sur l'Ester, la courbe que vous avez en rouge sur le graphique, qui a suivi à la hausse très fidèlement le taux de dépôt et qui cette fois encore a suivi à la baisse très fidèlement le mouvement de la BCE. Vous voyez la partie un peu plus volatile qui correspond aux anticipations de l'Ester à horizon 1 an, qui sont restés sur des niveaux très élevés, finalement, malgré la première baisse au mois de juin. Et d'ailleurs, il n'y a plus de baisse actuellement attendue, que ce soit dans le scénario de Swiss Life Asset Managers ou dans le scénario de marché avant septembre. C'est pour ça qu'on dit que là, il y a eu une baisse, mais que le cycle de baisse n'est pas vraiment entamé pour l'instant. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant de se parler aujourd'hui des placements qui sont appropriés pour cette période-là, puisque c'est assez inédit. Globalement, en général, on a plutôt des cycles tendanciels, donc comme on avait eu pour la hausse, avec 10 hausses qui s'étaient enchaînées. Là, on a eu une première baisse, mais pas vraiment de cycle de baisse qui a été entamé, avec des anticipations qui restent élevées. Pourquoi les anticipations restent élevées, pourriez me demander? On a essayé de vous lister un peu les questions, les éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête d'être banquier central. Il y a des facteurs qui sont plutôt, on va dire, persistants, qui soutiennent l'inflation. C'est les facteurs que vous avez dans les bulles grises sur la gauche. C'est ceux qui sont notamment les arguments du camp des hawkish, donc c'est des gouverneurs de la BCE qui sont plutôt haussiers et donc favorables à laisser les taux élevés. Vous voyez qu'on retrouve notamment la relance budgétaire, c'est un sujet d'actualité puisqu'on entend beaucoup parler en ce moment, notamment en France, d'éventuels cadeaux ou subventions qui peuvent être faites pour relancer l'économie, pour favoriser la consommation des ménages.
On a également bien sûr un sujet qui a été très important depuis le Covid, depuis, la guerre en Ukraine, c'est le prix de l'énergie, hein, qui est très important, notamment pour nous en Europe, puisque nous ne sommes pas totalement indépendants sur ce point-là. Et à l'inverse, on a aussi beaucoup de facteurs qui, justifient, des baisses de taux, notamment le risque de récession, l'incertitude politique. On est quand même dans un contexte, qui est assez tendu, notamment pour certains secteurs comme l'immobilier, pour lesquels des taux élevés, pendant longtemps pèsent, sur l'activité. Vous voyez que c'est pas finalement une image facile en ce moment. Il n'y a pas une tendance qui se dégage de façon unanime du côté, de la BCE. Donc c'est très difficile de prédire, l'avenir, mais il faut se raccrocher concrètement à ce que nous offrent aujourd'hui, les marchés financiers pour prendre vos décisions d'investissement. Et ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les taux courts restent sur des niveaux très attractifs, quoi qu'il arrive, puisque vous pouvez voir ici, alors, vous avez les données à fin mai, donc vous avez encore l'Ester pré-baisse, BCE, puisque aujourd'hui il est plutôt autour de 3,66. Vous voyez qu'il est en ligne un peu avec les indicateurs du marché monétaire que vous avez sur la gauche de ce graphique, avec notamment les indicateurs Euribor, qui correspondent au niveau auquel, se prêtent les banques de la zone euro entre elles sur différentes maturités, de 1 mois à 12 mois. Vous voyez que globalement, on est autour de 3,70%, que ça aille de 1 mois à 1 an. Donc sur les maturités sur lesquelles on peut investir, nous, sur le court terme, des niveaux en absolu qui sont très attractifs, hein, qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, autour de presque 4%, et qui sont aussi très attractifs en relatif, puisque vous avez mis sur la droite du graphique les rendements des obligations d'État allemandes, qui représentent un peu le benchmark ou la référence des investissements sans risque pour un investisseur européen. Et vous voyez qu'on est sur du 5 ou 10 ans, 1% en dessous des rendements qu'on peut trouver sur le marché court terme, avec les indicateurs de référence du marché monétaire qu'on vous a mis sur la gauche. Et ce que vous ne voyez pas sur ce graphique-là, mais qui est important de noter aussi, parce que là on vous parle seulement du taux à l'instant T, c'est la volatilité de ces marchés-là. Heu, avec l'incertitude politique et géopolitique et tous les facteurs qu'on a évoqués sur la diapositive précédente, on a eu un retour de la volatilité sur les obligations d'État qui est resté beaucoup plus mesuré sur les investissements courts. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les investissements 1 à 3 ans, la volatilité annualisée est de 2%, alors que sur les obligations d'État allemandes, l'année dernière, elle est montée jusqu'à 12%. Oui, ça paye. Donc nous, la conclusion ici, c'est qu'on veut vous dire, c'est que sur le court terme, il y a une rémunération très intéressante et en plus un risque inférieur puisque la volatilité est bien inférieure aux obligations d'État plus longues. Dans les investissements obligataires qu'on peut vous proposer, il n'y a pas seulement la partie, taux, il y a bien sûr aussi, la partie, prime liée à la qualité de la signature. Donc c'est, le fameux spread proposé par la partie crédit, du marché. Ce spread nous permet de faire la différence et de dégager un surplus, de rendement par rapport au taux sans risque, dans nos investissements. Et vous voyez que ici, que le spread a été très large en début d'année et nous a permis de charger le portefeuille avec des investissements très attractifs, notamment sur un secteur qui s'était fait un peu chahuter en 2023 et qui retrouve maintenant des niveaux, on va dire, un peu plus sains et un peu de sérénité au global. C'est bien sûr le marché des financières et des banques, puisque vous vous souvenez, en 2023, on avait eu l'épisode SVB, on avait eu l'épisode Crédit Suisse, qui avait obligé l'ensemble des banques à proposer plus de primes sur les marchés financiers pour se financer. Elles étaient notamment obligées de proposer plus de primes, puisqu'on était sur un épisode de fin du quoi qu'il en coûte, sorti du Covid, où elles avaient besoin de se refinancer sur les marchés financiers, elles ne pouvaient plus compter uniquement sur la BCE. Vous voyez qu'on a connu des primes l'année dernière et encore jusqu'en début d'année, quasiment jusqu'à 2% par rapport au taux sans risque sur les financières. Là, on était autour de 1% sur les autres entreprises. Aujourd'hui, c'est un peu plus serré, hein, on est autour de 1% sur les financières, 60-70 points de base sur les autres entreprises, mais ça nous laisse quand même de la marge pour investir largement. D'autant plus que cet indicateur est une moyenne du marché, mais ce qui est important pour nous, c'est de toujours trouver des nouvelles opportunités.
le fonds qu'on va vous présenter dans la deuxième partie fait 2 milliards d'encours de gestion. Donc vous pourriez vous dire, est-ce qu'on arrive encore à trouver aujourd'hui des opportunités sur le marché alors que tout le monde cherche justement du papier court qui rémunère bien? Et la réponse est oui, puisque ici on vous a mis le marché primaire, donc les opportunités nouvelles d'investissement qui se sont présentées depuis le début de l'année. En rouge, l'année 2024 et, en gris, les précédentes années. Et vous voyez qu'on est sur une année record en termes de volume émis par les entreprises et par les banques sur les marchés financiers. Donc on arrive régulièrement à participer à ces émissions primaires pour justement recharger le portefeuille et vous offrir un rendement attractif pour vous investisseurs. Je pense qu'on a fait une bonne partie sur les marchés, Michael. OK, merci Maxime. Du coup, dans ce contexte, de taux où, bah, tu l'as dit, le marché primaire, est assez actif, où on trouve des opportunités, sur les marchés obligataires pour nos investisseurs. Nous souhaitions vous présenter les caractéristiques, atouts et la valeur ajoutée que peut présenter, le fonds Bond System pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas déjà, puisqu'on a eu la chance d'avoir, certains d'entre vous déjà investis dans le fonds, par le passé. Maxime, du coup, est-ce que tu peux nous présenter, les process de gestion et les caractéristiques, principales, de cette solution d'investissement? Avec plaisir. Je commencerai par un petit rappel, hein. Ce fonds est, historiquement a été un ex-cash equivalent à l'époque où cette catégorie existait et avait été poussée par le régulateur pour notamment, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, proposer une solution qui pouvait rémunérer un peu mieux que le monétaire tout en restant sur un profil de risque très défensif, je dirais. Un profil de risque défensif, ça veut dire quoi? Un placement liquide, une faible volatilité, des investissements peu risqués, et d'ailleurs c'est ce qu'on a conservé, hein, puisqu'on a toujours un SRI 1, comme à l'époque de la catégorie cash equivalent, et bien sûr un placement à horizon court terme. Donc on a voulu garder ces points forts, même si aujourd'hui la catégorie n'existe plus en tant que telle, et concrètement, on a mis en place des contraintes concrètes, hein, je dirais, pour rassurer les investisseurs, même si on n'a pas le tampon monétaire sur ce fonds-là. Les contraintes, quelles sont-elles? Ben déjà, c'est un fonds qui est liquide, puisque vous avez l'argent qui est disponible en J+1. Euh, un fonds sur lequel il n'y a pas trop de surprises si vous avez besoin de souscrire ou de racheter, puisque la valorisation est quotidienne sur l'ensemble du portefeuille, hein. Donc ça aussi, c'est une contrainte qui est inspirée de la réglementation monétaire. Ce n'est pas un fonds monétaire, donc il y a quand même quelques éléments de différenciation, même si on est inspiré, puisque ici on peut aller sur des maturités finales jusqu'à 3 ans, là où un fonds monétaire est limité à 2 ans. Et vous verrez ensuite, dans la suite de la présentation, que ça fait la différence en termes de rendement, de pouvoir aller sur une année d'investissement supplémentaire. Et le but, c'est que lorsqu'il y a des épisodes comme Covid, guerre en Ukraine, montée des taux, la volatilité reste limitée. Donc, on a une volatilité cible inscrite dans notre prospectus inférieure à 0,50%. Donc, vous l'avez compris, le risque est au cœur de notre réflexion dans la conception de ce produit. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous rappeler les principaux indicateurs de risque qu'il faut suivre. Et comme ça, vous serez à même de pouvoir bien comparer cet investissement, ce fonds, par rapport à d'éventuels fonds monétaires ou à ses concurrents de sa catégorie. Le premier risque, comme on en a beaucoup parlé dans la première partie, c'est bien sûr le risque de taux. Souvent, l'indicateur qui est utilisé pour quantifier le risque de taux sur un fonds obligataire, c'est la duration. Ici, on préfère utiliser la WAM, qui correspond à la maturité moyenne pondérée, et donc qui est une approximation de la sensibilité au taux, et qui, encore une fois, est un indicateur de risque qui est utilisé notamment dans les reportings des fonds monétaires. Comment fait-on pour avoir un risque et donc une sensibilité au taux contrainte? Globalement, on va faire des investissements à taux variable, soit directement des obligations qui vont avoir un coupon à taux variable, soit on va échanger avec des swaps directement dans le marché notre taux fixe contre un taux variable qui va être contre Ester ou Euribor, les fameux indicateurs de référence du marché monétaire qu'on a pu voir dans la première partie. Le second indicateur, là où on peut prendre un peu plus de risques sur ces fonds-là, c'est la WALT qui correspond à la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille.
la moyenne des maturités des investissements qu'on a en portefeuille, qui est une très bonne approximation de la sensibilité au risque crédit qui est embarqué par le portefeuille. Et donc, pour limiter ce risque-là, lorsqu'il y a notamment des périodes d'instabilité, de volatilité de marché, on va avoir recours à des investissements sur des maturités relativement courtes euh, pour limiter le risque. Concrètement, où est-ce qu'on a mis le curseur sur ces indicateurs-là? On l'a été assez conservateur, puisque vous pouvez le voir ici que sur la WAM, donc sur le risque de taux, on est à 6 mois maximum, comme sur notre fonds monétaire. On n'a vraiment pas voulu prendre trop de risques sur la partie taux, parce qu'on sait que ça peut être source de beaucoup de volatilité. On l'a vu ces derniers mois. Donc on est très confiant sur ce choix stratégique d'avoir limité le risque de taux et donc la volatilité possible du portefeuille. Là où on s'autorise un peu plus de marge de manœuvre, c'est sur la WAL, donc sur la partie risque de crédit, puisqu'on va jusqu'à 1 an et demi, soit 18 mois maximum. Là où un fonds monétaire va être limité à 1 an maximum. Et bien sûr, tous ces investissements sont faits sur des titres exclusivement notés investment grade. Il n'y a pas de high yield dans ce fonds-là. Là où beaucoup de concurrents vont pouvoir rendre plus de risques sur la qualité de signature, nous on est très conservateur, c'est investment grade uniquement, toujours dans un but de garantir la liquidité et limiter la volatilité du portefeuille. Je vous fais un petit zoom sur la dernière photo en date de ces indicateurs dans le portefeuille. Donc vous voyez la notation, je vous ai dit on est investment grade uniquement et en moyenne, ça se retrouve ici puisque la notation moyenne est simple A du portefeuille. Le risque de taux est mesuré, 65 jours, donc on peut aller jusqu'à 180. C'est très très faible par rapport à ce que d'autres fonds obligataires, notamment si certains regardent les obligations d'État plus longues. Donc là, la sensibilité au taux est très mesurée. Et là où on prend un peu plus de risques, sur la WAL, 450 jours. Donc pour rappel, on peut aller jusqu'à 540 dans ce fonds-là, 1 an et demi. Et un fonds monétaire est limité à 360. Donc on se situe un peu au-delà de ce que peut faire un fonds monétaire, parce qu'on est 90 jours au-dessus de la limite réglementaire des fonds monétaires. Et vous voyez que ce n'est pas parce que c'est une gestion peu risquée, défensive du produit, que c'est une gestion qui est passive, puisqu'on est plutôt dynamique. Vous le voyez sur le graphique de gauche, avec l'historique de la WAL, justement, où en fonction de l'environnement de marché, on va être plus ou moins proche de notre limite, de notre budget de risque maximum. Vous voyez que notamment 2020, année Covid, on était proche de nos plus bas, autour de 300 jours. On était dans les clous pour être un fonds monétaire sur cet indicateur-là à l'époque. Là, beaucoup moins. L'environnement macro est globalement positif depuis 1 an. Donc on a remis du risque euh, dans la limite du raisonnable, bien sûr. On a remis du risque dans le portefeuille. Mickaël, tu veux peut-être dire un mot justement sur le produit aussi? Tout à fait, tout à fait. Cette solution d'investissement que vous connaissez, pour certains d'entre vous, c'est un fonds qui permet de placer ses liquidités avec une notion de risque extrêmement bien mesurée. Tout à l'heure, Maxime vous parlait de la volatilité cible annuelle maximale de 0,50% sur un an glissant. Aujourd'hui, on est à plus 0,12. Euh, cette gestion, comme le reste de nos desks de gestion, s'inscrit dans la droite lignée de notre filiation. Nous sommes, je vous le rappelle, une société de gestion agréée par l'AMF, filiale d'un assureur qui plus est suisse, qui plus est suisse allemand. Donc, on aime bien cadrer et suivre une bonne gestion des risques pour délivrer de solides performances à nos investisseurs. Et donc, cette solution d'investissement, cette solution de placement du cash est disponible en J+1, évidemment sans pénalité de rachat. Contrairement à d'autres supports, alors que vous utilisez peut-être pas vous forcément directement, mais contrairement au DAT par exemple, on est extrêmement bien diversifié. On va parcourir une partie d'une portefeuille, mais on a une centaine d'émetteurs en portefeuille, plus de 200 lignes, avec notamment un travail d'analyse crédit très pointilleux de la part de nos équipes, l'intégralité des titres qui font l'objet d'une analyse par nos équipes de gestion et par les risques. euh, et on a quelques éléments qui nous permettent de nous distinguer considérablement de la compétition en matière de profil rendement risque. Et Maxime, je t'invite à nous en parler.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, du marché, on a ensuite parlé, des contraintes qu'on a mis en place, mais je pense que vous avez envie de savoir également, hein, ce qu'on ce qu'on investit concrètement. Donc on va vous ouvrir le capot, du moteur et vous montrer un peu ce qu'on fait, toujours dans un souci de transparence, pour vous montrer à quel point finalement cette stratégie est compréhensible et lisible pour vous les investisseurs. Je vous ai parlé dans les contraintes de risque de la notation, donc je recommencerai avec ça. Ici, vous voyez concrètement, on vous a dit investment grade minimum, simple A en moyenne. Vous le voyez avec, on a remis l'historique sur les 5 dernières années des notations intégrées en portefeuille que vous retrouvez sur la gauche de la diapositive. Euh, Quasiment la moitié du portefeuille est A1 ou mieux. Vraiment très très bonne signature qui nous permettent d'être très confiants dans la capacité des émetteurs à nous rembourser et bien sûr des positions qui permettent d'être cédées facilement sur le marché puisque la catégorie suivante A2 est quand même aussi une catégorie qui est très liquide, relativement peu volatile parce que ça correspond sur le long terme à triple B+ à moins et vous voyez une petite poche très mesurée, hein, puisqu'on analyse de façon très précise les émetteurs qu'on intègre dans cette poche-là A3 qui correspond au triple B ou triple B- long terme, côté gestion, et on analyse ça aussi bien sûr côté risque, puisque nous avons deux analystes crédits indépendants de la gestion qui sont dédiés pour toute notre expertise fonds de trésorerie et qui revoient notamment toutes ces lignes en portefeuille. Et alors, on verra après des exemples, je suis sûr que c'est des noms que vous connaissez bien, que l'on retrouve dans le portefeuille. Avant cela, on peut parler du type d'instrument qu'on intègre dans le fonds. Donc, bien sûr, pour un fonds de trésorerie, on est obligé d'avoir de la liquidité. Je vais commencer par ça. Alors ici, à fin de mois, vous voyez 1%, c'est parce qu'on avait placé sur du très 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 court terme notre liquidité pour le passage de fin de mois. Vous voyez également 9,7% d'OPCVM. C'est exclusivement des OPCVM monétaires qui nous servent à justement gérer nos besoins en liquidité. Et donc, si je réintègre les placements très très court terme qu'on avait fait pour le passage de fin de mois, à horizon une semaine, nous avons quasiment 20% de cash qui était disponible euh, dans le fonds. Donc très confortable pour absorber d'éventuels rachats euh, si besoin sur ce fonds-là. D'autant plus confortable que vous voyez la partie rouge, donc plus de 50% en obligations sur ce fonds-là, donc des titres qui sont liquides. Et nous gardons quand même cette inspiration fonds de trésorerie avec une poche qui représente environ un tiers du portefeuille en TCN, donc titre de créance négociable. Donc ce sont des instruments du marché monétaire qui nous servent essentiellement pour les investissements très court terme. On n'a pas trop parlé de ce type de risque-là, mais je pense qu'on peut faire un point sur le risque géographique qui est embarqué dans le fonds, puisque nous sommes aussi assez à l'aise avec notre philosophie d'investissement, je dirais, en termes d'exposition pays. Vous allez retrouver essentiellement des pays de l'OCDE, donc on va dire Union européenne et essentiellement Europe de l'Ouest et États-Unis, Canada. Vous voyez, sans surprise, la première position, c'est la France, un peu plus d'un tiers du portefeuille. C'est notamment lié à toute la partie TCN, donc instruments monétaires que nous avons en portefeuille, puisque le marché monétaire français est particulièrement important, hein, c'est le principal en Europe, et il est source de beaucoup d'opportunités pour nous, investisseurs en euros. Et on a voulu être toujours très transparent avec vous. Donc sur la partie gauche du graphique, vous retrouvez l'exposition à ce que l'on considère les pays les plus risqués que nous avons en portefeuille, qui sont les pays du sud de l'Europe avec l'Italie et l'Espagne. Euh, donc, en cumulé, on est autour de 6 à 7% d'exposition Espagne et Italie sur globalement des sociétés plutôt défensives, je dirais. Donc c'est soit des banques internationales, donc pas du risque spécifique à l'un des deux pays, comme par exemple la principale banque espagnole qu'on a dans le fonds, c'est Santander, ou des acteurs stratégiques euh, très importants pour la bonne tenue du pays, comme par exemple en Italie, on investit sur Enel, sur des maturités courtes, qui est un fournisseur d'énergie locale et qui bien sûr, bénéficie d'un soutien implicite de l'État.
peux peut-être faire une petite parenthèse, donc on l'a pas mis, dans les slides, mais en termes de secteur, vous allez retrouver énormément d'émetteurs financiers, hein, ça représente à peu près 60 du portefeuille. Parce que sur le très court terme, je pense que vous êtes bien au courant, mais les émetteurs bancaires, ont beaucoup de besoins en liquidité et donc émettent beaucoup sur le court terme. Mais on ne fait pas que des financières, hein, on essaye de se diversifier aussi dans ce fonds-là. C'est pour ça qu'on a voulu vous mettre quelques exemples de sociétés, corporate, auxquelles, on prête. Donc on a toujours voulu être très transparent avec vous. Vous mettre aussi les sociétés non notées qu'on fait, puisqu'on a environ 6% d'émissions qui sont non notées dans ce fonds-là, qui sont analysées côté gestion et côté risque. Ici, on vous a mis l'exemple, la première position non notée qu'on a dans le fonds, qui est Intermarché. Pourquoi cet émetteur est non noté? Parce que finalement, il a des besoins en financement assez limités et donc euh, il ne se note pas auprès des agences parce que ça coûte assez cher pour les émetteurs. Et sinon, vous retrouvez tout le scope avec les différents secteurs de la consommation, de l'automobile. Vous retrouvez la distribution aussi, hein. On vous a mis ici Métro, qui est l'une des principales lignes A3 que l'on a dans le portefeuille. Et globalement, que des notations ESG qui sont bonnes, puisque ce fonds est labellisé ISR depuis plus de 2 ans maintenant. Donc nous avons aussi toute une batterie d'indicateurs extra-financiers à suivre et à respecter. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce côté labellisé ISR, normalement, a pour but de limiter le risque et notamment les mauvaises surprises, comme ça avait pu être par le passé, il y a très longtemps, lorsqu'il y avait eu des affaires type Dieselgate. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce qu'on a dans le portefeuille. Je pense qu'il est temps de parler concrètement de ce que ça rapporte, Tout à fait. tous ces bons investissements. Tout à fait, merci Maxime. Alors 2 petites choses pour compléter, ce que vous a dit Maxime. La première chose, c'est que chaque émission dans laquelle on investit qui est en devise autre que l'euro est intégralement couvert contre le risque de change. Et chaque émission, non notée, dispose d'un équivalent, notation en interne chez nous, que l'on fait, et qui est faite par, nos analystes crédit. Hem, je vous rappelle que vous pouvez, en cliquant sur, le petit bouton avec le point d'interrogation, poser toutes vos questions ou en levant la main à l'issue, de notre exposé, et de notre présentation pour, poser toutes vos questions à Maxime. Hem Le fonds dont on vous a parlé, le fonds donc Bond 6e, c'est un fonds qui, comme vous le savez probablement, pour certains d'entre vous, est plus qu'au rendez-vous en termes, de performance, de rendement embarqué et de niveau de volatilité également. Vous avez les chiffres affichés, hem, à fin mai, concernant le fonds. À aujourd'hui, pour avoir les derniers chiffres, à date, vous êtes sur un niveau de performance, donc en regardant dans le rétroviseur du 1er janvier, au à la mi-juin, non annualisé, une performance de plus 2,17 net de frais de gestion. Et le rendement courant du portefeuille, donc en regardant cette fois-ci non plus dans le rétroviseur, mais dans le pare-brise, ce qui pourrait vous attendre en cas d'investissement, de votre part, dans ce fonds, on est autour de ester plus 30 net de frais de gestion, en termes de rendement courant. Avec un ester qui, aujourd'hui cote, à un niveau de 3,66. Donc, dans un scénario, globalement, positif, on peut attendre 4 de rendement embarqué pour ce fonds qui, en plus d'avoir une perf sympathique, a un niveau de volatilité qui est extrêmement bas, et ça c'est, aussi une constante, hein. La gestion des risques, je vous le disais précédemment, on a un niveau de volatilité aujourd'hui qui est à +0,12 sur un an glissant. Ce fonds qui dispose du label ISR français, classé SFDR 8, a aujourd'hui un petit peu moins de 2 milliards d'encours, donc la taille également, lui permet d'être travaillé convenablement et de ne pas atteindre des niveaux d'emprise qui soient, trop rapidement saturés, pour vous. On a eu la chance de travailler avec bon nombre d'entre vous. Alors j'ai pas la liste des gens qui sont connectés, mais on a travaillé par, le passé avec, le Morbihan, Finistère, Pyrénées-Gascogne, les Savoies. Alors je
j'ai pas une liste exhaustive, mais c'est pour ne citer que les caisses qui me viennent en tête, pour ceux qui ont donné leur confiance par le passé, dans ce fonds Bond 6 qui est une opportunité d'investissement comme vous le voyez, à l'écran, sur un horizon de placement de 6 mois, qui a une stratégie très claire, très lisible. Si vous n'avez pas de contraintes dites cash équivalentes comme, l'avait exposé Maxime, précédemment, c'est le fonds utilisé par nos partenaires assureurs et banques pour leur compte propre, pour piloter leur liquidité de manière très raisonnable, et très raisonnée, avec un profil rendement risque, une fois encore très attractif, hem et une surperformance assez sympa, non seulement par rapport à l'ester bien entendu, mais aussi par rapport aux compétiteurs. Merci Maxime pour la transition. Sur la gauche, on vous a comparé notre fonds, avec les principaux compétiteurs. Les autres fonds, dits 6 mois. Donc notre fonds, est bien évidemment le point rouge, pour respecter notre charte graphique, le point rouge en haut à gauche. Ce qui veut dire quoi? Bah, ce qui veut dire que c'est, quasiment le meilleur performeur en termes de performance, absolue, tout en étant quasiment le moins volatile de l'univers. Et dans cet univers, comme vous êtes, entre caisses régionales uniquement aujourd'hui, lors de ce webinaire, dans cet univers, vous allez retrouver également, les fonds, groupes, BFT, Amundi ou CPR. Hem, donc ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce que l'on propose. Un point également, que je voulais mentionner, en termes de gestion des risques, nous investissons également nos liquidités dans des fonds externes, dans des fonds monétaires externes, ce qui est pas forcément toujours le cas de d'autres maisons de gestion qui investissent uniquement dans leurs fonds monétaires internes exclusivement. Donc, en cas de souci de liquidité, ça peut permettre, enfin ça peut occasionner des petits troubles. Et sur le graphique de droite, bah, vous voyez la performance depuis le début de l'année, de notre fonds contre, les compétiteurs, avec, évidemment, notre fonds en pointillé rouge. Donc on a la chance d'avoir, les fruits d'une super gestion, heu, qui est, comme vous l'avez vu, sur la partie gauche de la diapo, une des moins risquées. Je crois, que nous avons, terminé, en ce qui concerne la présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses, hem, soit en appuyant sur le bouton avec la petite main pour lever la main et donc on ouvrira les micros, soit en pouvant saisir, si vous le souhaitez, une question, dans la fenêtre, dédiée. En attendant que les mains se lèvent, Maxime, moi j'ai une question pour toi. On voit que le mot, 6M, donc 6 mois, qui correspond à l'horizon de placement recommandé. Est-ce que toi, un investisseur peut rester plus longtemps ou moins longtemps que 6 mois, lorsqu'il, place, ses liquidités? Alors la dénomination du fonds, elle a été, encore une fois basée sur, notre perception du risque, hein, qui est au cœur, de notre offre chez Swiss Life Asset Managers. Donc c'est un horizon qu'on recommande, heu, pour être sûr, à peu près sûr en tout cas, que les investisseurs, trouvent une performance, positive et satisfaisante, sur l'horizon de placement. C'est pour ça qu'on a préconisé 6 mois en se basant sur les principaux épisodes, tumultueux du passé, comme le Covid ou le fameux Dieselgate de 2015. Mais bien évidemment, bon nombre de nos clients, sont investis depuis plus longtemps, que 6 mois sur ce fonds-là. Merci Maxime. Petite question qui nous vient, on a vu dans la répartition géographique, que nous avions, à peu près 36, un peu moins de 36 d'exposition, à la France. Compte tenu de l'actualité politique, de la réaction des marchés, est-ce qu'il faut s'inquiéter, de cette exposition, justement, géographique, à la France? C'est vrai que le fonds est exposé à la France, assez largement, notamment parce qu'on a des partenaires, bancaires, qui se financent sur le marché monétaire, local et donc on retrouve beaucoup, de ces émissions, dans nos portefeuilles et dans ce fonds-là. Concrètement, il n'y a pas d'obligation d'État, française dans le fonds. C'est ces titres-là qui ont été particulièrement chahutés depuis la petite surprise du président Macron, il y a 8 jours.
Donc la volatilité est restée très, très mesurée, sur ce fonds-là, puisqu'on est sur des sociétés, même si elles sont françaises, de très bonne notation et sur des maturités courtes. Donc l'impact en termes de mark to market, a été très faible et d'ailleurs on n'a pas eu de sous-performance depuis une semaine, sur ce fonds-là, puisqu'on a continué à performer en rythme annualisé, largement au-dessus de l'ester, sur la semaine. Malgré l'écartement, parce que sur les obligations d'État, on était quand même autour de 30 points de base, d'écartement, mouvement qu'on n'a pas du tout retrouvé sur les titres que nous avons en portefeuille. OK, merci beaucoup Maxime. Bon, les gens sont un petit peu timides, hésitent à lever la main. Moi j'ai une dernière question, en espérant que d'autres, arrivent. N'hésitez pas, profitez-en. On a vu que ce fonds dispose d'une notation moyenne extrêmement safe, on est autour de A-. On propose une liquidité quotidienne en J+1 avec une exposition géographique très diversifiée, le tout en étant couvert contre le risque de change. Ce fonds qui existe depuis 2014, en tout cas géré de la sorte depuis 2014, qui, applique également, des, principes de gestion liés, au label ISR français. Quelles sont ses perspectives aujourd'hui dans le contexte, de taux, que tu as pu énoncer? Alors, on a un peu évoqué le risque de taux, embarqué par ce fonds-là, il est assez faible. Donc ça nous a beaucoup protégés, pendant la vague de hausse des taux. Donc, il est sûr que si une baisse drastique des taux était amenée par la BCE, à terme, le fonds suivrait progressivement, cette baisse. Ce qu'on a essayé de faire, maintenant qu'on est sur des niveaux qui sont quand même assez élevés, c'est d'embarquer un petit peu plus, d'investissement à taux fixe. Donc aujourd'hui, même par rapport à ce que je vous ai montré, les chiffres à fin mai, on a encore un peu augmenté la taux. On est autour de 80 jours sur ce fonds-là. Donc on peut dire qu'on a une inertie d'environ 2-3 mois par rapport au cycle, de baisse, des taux. C'est pour ça qu'on arrive à avoir encore un rendement courant embarqué qui s'approche de 4 même si les taux ont déjà baissé. Mais on n'a pas fait le pari de se mettre sous, vous pourriez me dire: «Bah, les taux étaient élevés, vous auriez pu, aller au maximum de la Sensito, aller à 180 jours». On n'a pas fait ce pari-là parce que, la situation n'est pas si claire et si évidente que ça. La semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, le 6 juin, lorsqu'il y a eu la réunion de la BCE, les taux se sont envolés puisque, la BCE a eu un discours plutôt haussier. La semaine dernière, il y a eu des chiffres, d'inflation aux États-Unis qui ont été plutôt bas, en dessous des attentes. Les anticipations de taux sont reparties à la baisse, assez largement. Donc finalement, on préfère être, assez conservateur sur l'exposition au taux parce que c'est source de beaucoup de volatilité et pour un fonds de trésorerie, on pense que c'est pas forcément un risque qui est suffisamment rémunéré, actuellement sur les marchés financiers. Donc je dirais, on a rallongé un petit peu le portefeuille pour avoir un peu d'inertie, tout en conservant notre profil peu volatile dans la catégorie. Ce qui marque, une des différences majeures, avec d'autres fonds, de la compétition. C'est le fait de pouvoir avoir cette gestion active, et qui s'adapte à tout temps. Est-ce que parmi l'audience, vous avez peut-être des questions qui vous viennent à l'esprit? Ça a pas l'air d'être le cas. Je vous rappelle, que nous vous proposons, également, et on le fait avec, la plupart, des caisses qui sont investies dans nos fonds, nous proposons de remplir des reportings dont vous pourriez avoir besoin, sur mesure, heu, pour répondre à vos contraintes réglementaires, internes, ou externes. On est, évidemment avec Maxime, à votre entière disposition pour, revenir, vous revoir, échanger ensemble, et partager, nos vues, de marché. Et s'il n'y a pas de questions ni de main qui se lève, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre disponibilité, et votre confiance en espérant avoir répondu, à vos questions et en restant à votre entière disposition pour, tout complément d'information. Merci beaucoup Maxime pour ta dispo.
et pour la clarté des informations. Bonne Merci journée à à tous. tous. Au revoir.